à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Alors aujourd'hui donc je vous présente une vidéo avec Patricia Vallée dont le thème est souffrance au travail et idéal professionnel. Donc cette vidéo fait partie de l'onglet Travail de la chaîne Psycho pour tous. Donc Patricia a accepté de venir faire cette vidéo avec moi. Donc Patricia Vallée est docteure en psychanalyse. Elle est également formatrice à l'Institut régional du travail social de Montpellier, où nous y avons été collègues pendant 15 ans. Et elle accompagne des personnes dans son cabinet dans le Gard. Alors Patricia, pourquoi est-ce que vous avez souhaité faire cette vidéo sur la souffrance au travail ? Eh bien, je pense que c'est la majorité des situations que j'accompagne dans mon cabinet actuellement. Donc j'accompagne souvent des femmes qui sont dans des formes de difficultés au travail et de souffrance, en tout cas qui n'expriment pas forcément directement comme ça, mais qui articulent souvent des problématiques et personnelles et professionnelles. Voilà, et il m'a semblé que c'était intéressant justement de comprendre ces espèces de vases communicants entre des problèmes personnels qui peuvent aller vraiment jusqu'au burn-out, des difficultés qui provoquent des arrêts de travail, qui sont vraiment des souffrances vives, en tout cas ressenties comme ça par ces femmes, des situations de crise, parfois de couple, aussi des crises familiales, voilà, toutes ces influences des conditions de travail qui vont abîmer aussi l'identité personnelle. Et ces passages entre identité professionnelle et identité personnelle, ça me paraît important à comprendre pour accompagner ces personnes à revisiter peut-être les liens qui sont faits entre l'identité au travail et l'identité personnelle pour comprendre ce qui les fait souffrir et revivifier finalement leur capacité, leur créativité, leurs compétences aussi au travail. Voilà. Merci. Donc, la chaîne Psycho pour tous, vous savez, le but de la chaîne, c'est bien de démocratiser la psychologie. Et donc, on va essayer également de pouvoir vous donner un outil, quelque chose en tout cas, pour réfléchir à la manière dont vous êtes en relation avec le travail et voir si, justement, eh bien, vous pouvez peut-être travailler sur certaines choses pour être un petit peu moins en souffrance. Alors, un élément, par exemple, qui peut faire souffrance au travail, ça pourrait être quoi, Patricia ? Alors c'est souvent la première expression de la souffrance en rapport avec les modes de management. Ce que je repère, c'est que souvent les personnes vivent cruellement les formes d'autorité, les façons dont elles sont dirigées. Je pense qu'il y a eu vraiment une évolution avec le siècle, là, du côté des modes de management qui étaient plutôt verticaux, qui étaient des formes de soumission, on savait ce qu'on devait faire parce qu'il y avait des ordres donnés, etc. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup plus dans des relations soi-disant horizontales, voire transparentes. Voilà, il y a tout un mythe des relations comme ça, de convivialité, de cordialité, où il y a beaucoup plus d'autonomie pour les salariés qui fonctionnent par projet, qui ont vraiment des responsabilités. Donc on valorise du côté de l'autonomie et de la responsabilité. Et je pense que là, il y a un triptyque très, très important à comprendre. C'est le rapport entre autonomie, responsabilité et culpabilité. Parce que au nom de l'autonomie, finalement, la personne se sent libre, avec beaucoup de guillemets de chaque côté, et donc va prendre des initiatives, va essayer d'investir son travail à partir de son propre désir, en imaginant que ça va être le plaisir partagé avec les collègues et faire confiance aussi aux responsables, etc. Et puis, rapidement, elles s'aperçoivent que c'est plutôt en termes de responsabilité qu'il faut comprendre cette autonomie qui est laissée, hein, et qu'il y a aussi une attente de résultats qui est de plus en plus contrôlée, évaluée, avec des outils quantitatifs qu'on n'avait pas au siècle dernier, ou pas du tout dans la même proportion, j'allais dire, hein, et que donc, finalement, elles passent un temps fou à prouver ce qu'elles ont fait de pertinent au lieu de le faire. Enfin, il y a aussi une sorte de temps perdu comme ça à rendre compte, et avec cette impression d'être finalement contrôlées à l'endroit où on leur avait confié des responsabilités qu'elles avaient imaginées en termes d'autonomie, c'est-à-dire de liberté d'action. Et là, je pense qu'il y a vraiment
un tournant dans cette prise de conscience des salariés que l'autonomie et la responsabilité, ça peut être vécu comme une charge. Et finalement, si elles ne se sentent pas à la hauteur des attentes, eh bien, elles vont le vivre comme une culpabilité. Et c'est là que la souffrance au travail commence, dans la perception qu'elles ne sont pas à la hauteur des attentes. Et là, il y a une façon de se situer vis-à-vis du management qui va s'infantiliser, j'allais dire, hein, alors qu'elle commence avec ce plaisir au travail, ce plaisir des responsabilités, de la créativité pour monter des projets, etc. Quelque chose progressivement s'éteint ou s'effrite, hein, parce que peu à peu, il y a une sorte de peur de ne pas être dans les attentes des managers et quelque chose qui s'effraie, qui s'efface du côté de l'identité affirmée et des compétences de la personne, parce qu'elle devient en attente de cette reconnaissance éperdue du manager, quelque chose comme ça. Alors effectivement, c'est quand même assez tendance, les nouvelles organisations de travail. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler de Frédéric Laloux, qui a écrit un livre qui s'appelle Reinventing Organization sur l'autogouvernance, justement. Oui. Hein, donc, j'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo aussi là-dessus au niveau de la souffrance au travail. Oui, complètement. Moi, je travaille beaucoup, j'ai travaillé depuis très longtemps avec Vincent de Gaulle-Jacques, et qui marquait exactement ce que tu dis, de cette autoresponsabilité finalement de la personne au travail, qui n'est plus dans cette relation verticale directement, mais qui se sent responsable finalement de son travail et des résultats qu'elle produit, avec cette espèce de confusion aussi entre identité personnelle et identité professionnelle, qui fait que c'est de sa faute, en fait, elle le vit, finalement, elle finit par être impactée au niveau de son identité personnelle, du côté de la honte. C'est même plus seulement la culpabilité envers autrui, mais c'est l'image de soi qui est atteinte, et ça ouvre cette question de l'idéal professionnel, hein, qui rejoint la question de l'idéal en psychanalyse. C'est un point important, je ne vais peut-être pas détailler, mais juste pour dire qu'en gros, il y a deux formes de l'idéal en psychanalyse. Il y a le moi idéal et l'idéal du moi. Le moi idéal, c'est l'idée qu'on se fait de soi-même. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une certaine assise identitaire du côté de cette image de soi qu'on se construit. Bon, c'est imaginaire, hein, c'est la représentation qu'on peut avoir de soi. Et puis, l'idéal du moi est plutôt du côté des attentes de l'autre, hein. Et là, finalement, il y a une espèce de... ça tangue, j'allais dire, hein, sur ces deux versants, il y a quelque chose qui risque de s'effondrer et d'aller vers la dépressivité, voire la dépression, hein, et tous ces problèmes de burn-out aujourd'hui. Pour moi, le burn-out, c'est un espèce de mot valise qui recouvre un ensemble de situations qui peuvent aller depuis le malaise, le mal-être au travail, des formes de découragement, jusqu'à la dépression avérée du côté de la psychopathologie, même si on ne parle plus comme ça aujourd'hui. Voilà, le burn-out, ça permet de parler de situations parfois extrêmement graves, mais sous couvert d'un terme qui va bien, qui peut passer socialement, qui fait qu'on ne va pas s'affoler quand la personne a des arrêts maladie, etc. Donc là aussi, il y a toute une espèce de... une espèce de novlangue, quoi, tu vois, une espèce de vocabulaire qui recouvre les problèmes, et finalement une sorte de psychologisation des problèmes aussi, d'organisation au travail. Et ça, je trouve que c'est très important que les personnes puissent repérer la façon dont elles sont prises là-dedans, hein, pour essayer de travailler leur réflexivité, c'est-à-dire leur capacité de penser par elles-mêmes la situation qu'elles vivent en termes de difficultés, voire de souffrance, quoi. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit, éventuellement, pour aider les personnes qui nous regardent, sur quoi il faudrait qu'elles soient vigilantes dans le travail? Voilà. C'est tout à fait comme ça que je travaille, moi aussi, dans mon cabinet, c'est-à-dire essayer de donner un peu des pistes concrètes de réflexion, hein. Alors, la première piste que je donne toujours, c'est d'essayer de distinguer le travail des relations de travail. C'est-à-dire, le travail, c'est ce que je dois faire, ce qui m'importe, ce qui me paraît important, du côté du bon travail. Qu'est-ce qui est important de travailler pour se reconnaître dans son travail, pour se sentir exister dans son travail et pour fournir un bon travail avec cette fierté, hein. Les relations de travail, c'est autre chose, et c'est vrai qu'il y a souvent une confusion du côté de la personne qui attend la reconnaissance d'autrui, la reconnaissance des pairs, la reconnaissance des chefs. Et je pense que plus on se reconnaît soi-même dans son travail, moins on a besoin de cette reconnaissance du chef. Et c'est vrai qu'il y a des tas de personnes qui arrivent, qui sont complètement appendues
à cette valorisation par l'autre, alors que la première chose à faire, c'est déjà d'être fier de son travail, de se reconnaître dans son travail. Ça donne des arguments pour se situer ensuite dans un dialogue avec le management, etc., beaucoup plus constructif, et moins dans la plainte et dans ce sentiment de terreur, de culpabilité, de j'ai pas fait mon travail, etc. Voilà. Donc retrouver le sens de son travail, au lieu d'attendre la reconnaissance par autrui. Hein, c'est un peu la première chose. Donc du coup, que les choses soient très claires entre ce qu'on attend de moi. Oui. Hein, aussi parce que pour avoir peut-être moins, être moins dépendant de cette reconnaissance de l'autre, il faut quand même être clair dans ce qu'on a à faire et avoir confiance en ce qu'on fait. Sans forcément, est-ce que c'est ça, sans forcément attendre de l'autre qu'il dise à chaque fois c'est bien, qu'il dise... C'est ça, exactement. C'est-à-dire se remettre dans une sorte de position infantile où tout vient d'autrui et où je deviens un exécutant. C'est pas ça en fait. Hein. Le rapport au travail, il se construit dans une interaction. Et plus je peux être fière de mon travail, avoir ce sentiment de compétence au travail, plus je deviens créatif. Et justement, ça enrichit un dialogue qui n'est pas infantile, hein, mais qui est situé plutôt dans un partenariat avec le management. C'est ça qui est intéressant, je trouve, de retrouver cette possibilité d'un dialogue, quoi. Donc la première piste, donc différencier le travail des relations de travail. Une autre piste, par exemple, que tu travailles avec... Alors, le deuxième point, c'est souvent de bien distinguer la souffrance au travail de la maltraitance. C'est-à-dire, souvent les personnes vivent une forme de management harcelant, comme si, effectivement, elles étaient maltraitées objectivement. Si tu veux, c'est important de travailler le sentiment et la réalité des problèmes, finalement. Hein. J'ai le sentiment d'être harcelée, j'ai l'impression qu'on va me virer. Voilà, d'essayer d'objectiver un peu ce qui se passe aussi en partant de faits réels et pas de cet imaginaire galopant qui imagine que ça va mal se passer, que ça va être de pire en pire. Voilà, d'essayer de travailler vraiment sur cette notion de souffrance au travail qui est l'image que je me fais de ce qui se passe, mais qui peut être recadrée, reconfigurée à partir d'éléments de réalité. Donc c'est d'essayer d'objectiver un petit peu le fait que je me sens en difficulté, voire que je le vis comme en souffrance, et c'est souvent du côté de la plainte et de la répétition de la plainte, qui est au fond toujours, il me semble, un symptôme qu'on peut requalifié du côté du ressentiment, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de colère aussi qui se projette sur l'autre. Hein. Ils veulent ma peau, ils me veulent du mal, voilà, une espèce de parano, alors que c'est pas du tout forcément de cet ordre-là. Hein. C'est-à-dire comment repartir des éléments concrets de ce qui se passe et essayer de faire un recueil de données le plus objectif possible. Bien sûr, la subjectivité est engagée, c'est justement à la fois la richesse des relations de travail et le risque de toujours entrer comme ça dans des représentations par rapport à ce qu'on entend ou de ce que les médias disent, voilà, de revenir à des choses un peu concrètes aussi, de ce qui se passe concrètement au quotidien. Voilà. Et justement, à partir de là, je donne aussi un petit moyen, ce serait la troisième piste, c'est repérer par exemple pendant un mois, dans les activités de travail, le temps passé à des activités qui me font tout à fait plaisir, où je me sens complètement bien dans mon travail et j'ai le sentiment de faire du bon travail. Les temps où, bon, je m'embête un peu, mais c'est normal, il y a toujours des activités qui sont pas très plaisantes, mais où finalement je suis tout à fait, je supporte très bien mon travail. Et les activités et le temps passé à des activités insupportables où vraiment je suis en souffrance au travail. Et ça, concrètement, faire un peu le repérage de ce temps passé à l'insupportable et à la souffrance terrible de faire un travail qui vraiment n'a aucun sens et qui ne devrait pas exister, le temps passé aux activités banales où finalement ça va bien pour moi, et le temps passé où je me régale, eh bien ça permet souvent de relativiser complètement. C'est là qu'on va s'apercevoir au bout d'un mois que, par exemple, je passe 10% de mon temps dans des tâches insupportables où je souffre réellement, où c'est insupportable. Mais comme ma fixation, elle se porte là-dessus, alors j'ai l'impression que je ne fais que souffrir au travail, que je suis vraiment malheureuse, voilà, que je suis harcelée par des tâches insupportables. Il y a un médecin du travail qui s'appelle Serge Marquis, qui est québécois, et qui parle également de l'importance de porter son attention sur les zones aussi sur lesquelles on a du pouvoir. Et à un moment donné, effectivement, de se dire, tiens, voilà, si je ne fais que porter mon attention sur
sur des choses qui ne me font pas plaisir, mais qui à la fois représentent, comme tu dis, effectivement que 10% de mon temps, je finis par être complètement pris là-dedans, alors que finalement, ça ne représente que 10%. Et comment réussir à déplacer son regard sur des choses finalement qui nous portent et pas qui nous plombent. Ouais. C'est ça. Et ça rejoint cette question de l'idéal, je pense, c'est-à-dire essayer de travailler à repérer où est mon désir, en fait. Voilà. Où est-ce que je peux m'investir dans mon travail avec ce sentiment de plénitude, de créativité personnelle et être dans une démarche proactive, voilà, et dans des dialogues, en travaillant aussi avec les collectifs de travail, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que je pense que l'épanouissement au travail, il passe beaucoup par les échanges avec les collègues, par voilà, ce qu'on appelle parfois la disputatio, c'est-à-dire les échanges où on n'est pas d'accord, mais justement où là, on peut exprimer sa propre position dans des convictions, d'être capable de dire quelles sont les valeurs que je porte dans mon travail, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans le travail, et toute cette expression positive de soi finalement, hein, qui va articuler là justement identité personnelle et identité professionnelle pour construire quelque chose d'une forme de création. Je pense que dans la mesure où on peut inventer son travail, y mettre quelque chose de ses valeurs de fond, de sa personnalité, de sa singularité, là, le travail retrouve du sens, et je pense que c'est ça la direction qu'on peut valoriser le plus. C'est en quoi je peux trouver, même avec mes managers d'ailleurs, des objectifs communs qui vont nous porter vers des formes d'idéal renouvelées. Voilà, moi je parle souvent d'un idéal du troisième type, c'est-à-dire il y a un idéal quand on arrive, quand on démarre dans le travail qui est un peu mythique. Le deuxième temps, c'est la chute de l'idéal où il faut se ratiociner, se dire, bon, de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose, il faut que je relativise, bon, finalement, je n'ai pas de pouvoir. Oui, c'est vrai, il faut se désenchanter, il y a une étape de désenchantement dans la compréhension des organisations, et je n'ai pas tout pouvoir, ce n'est pas moi qui ai le pouvoir quand je suis salarié, il faut admettre aussi de relativiser ce point-là, et de passer par cette étape-là de désenchantement, mais pour aller vers cet idéal du troisième type, où là, j'ai un peu plus de vigilance et d'analyse des enjeux de chacun des acteurs. J'essaie d'être plutôt dans une compréhension de la logique de l'autre et de trouver les zones d'incertitude où je vais trouver moi aussi mes zones de pouvoir. Mon pouvoir d'agir reprend vigueur parce que j'ai une vision plus claire de la réalité des relations, de la réalité de mes zones de pouvoir et d'influence. Et là, du coup, je m'épanouis sur ce versant-là, en pouvant être créatif là où j'ai un réel pouvoir. Mais voilà, être plutôt conscient et travailler à l'analyse de mes zones de pouvoir, plutôt que d'attendre éperdument d'avoir tout pouvoir. Parce que voilà, vouloir tout, on finit par ne rien avoir et ne rien pouvoir. Je te parlais tout à l'heure de Serge Marquis, donc, qui parle, lui, de l'importance d'avoir des lunettes transparentes. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas d'avoir des lunettes roses où on va tout idéaliser ou tout ça, ni d'avoir des lunettes noires qui vont assombrir le tableau, mais bien d'être dans une réalité, finalement, de ce qui se joue, des zones de pouvoir qu'on a ou qu'on n'a pas. Et puis, à un moment donné, d'avoir le courage relationnel, s'il y a aussi des choses qui ne vont pas, de prendre une autre direction, même si c'est pas simple, quelquefois, de faire le choix aussi de quitter une organisation ou de quitter le mode du salariat pour être indépendant. Et il faut mener une réflexion, je pense, sur l'existant pour bien évaluer ce qu'on gagne et ce qu'on perd au quotidien. Voilà. Et parfois, c'est en allant voir ailleurs comment ça fonctionne, ou en voyant des collègues qui ont pris le risque d'aller s'installer dans une fonction autonome, indépendante, qu'on voit aussi les difficultés, hein, je veux dire, et ça, chacun fera son choix, je crois, par rapport à ça. Mais en tout cas, quand on choisit d'être salarié, je ne sais pas si c'est vécu comme un choix, mais c'est important d'aller voir ailleurs pour voir que là où on est, parfois, il y a aussi beaucoup de bénéfices et d'intérêts, finalement. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup tu parles de prise de risque, mais on peut aussi signifier qu'on peut tenter sa chance. Oui, c'est vrai. C'est un rapport d'équilibre, hein, en fait, entre la prise de risque et ce qu'on peut trouver en faisant confiance à l'inconnu aussi. Et effectivement, il y a une dimension dans le rapport à l'inconnu qui est dans ce rapport, en fait, entre
sécurité et liberté. Je crois que si on veut toujours la sécurité, eh ben, on n'est pas libre, hein, et que la liberté suppose une prise de risque. Voilà. Mais effectivement, tout le monde n'est pas dans une sécurité intérieure identique et quelquefois, ben, on ne se voit pas ne pas être salarié. L'importance également d'être salarié, on le voit bien en ce moment, pendant le confinement ou pendant cette période de Covid-19, où des personnes sont chez elles. Tu parlais, je voulais reprendre tout à l'heure, tu parlais de l'importance aussi des relations interpersonnelles, mais qui ne sont pas directement liées au travail, mais sur ces temps informels qui sont super importants et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui parce que les gens font du télétravail, par exemple, et de voir comment on peut penser le travail aussi et comment on peut penser ces fameux moments de relations interpersonnelles qui sont dans le travail, mais pas forcément directement liés au travail, mais qui vont construire et favoriser quelque chose dans la relation qui va faire qu'on travaillera mieux. Oui, tout à fait. C'est vrai que les collectifs de travail, c'est aussi très très important, je pense. Les relations de travail, c'est pas seulement les relations obligatoires où il faut se retrouver en réunion, etc. Mais c'est beaucoup dans la cordialité, dans ces espaces interstitiels que se construit aussi la reconnaissance aussi de chacun par l'autre et de l'autre par soi-même, si tu veux. Je pense que ces relations de travail, dans tous les moments informels, ça conforte aussi beaucoup le plaisir au travail, quoi. Ouais. Quelle autre piste encore tu pourrais apporter quand tu travailles comme ça, quand tu accompagnes des personnes qui sont dans les difficultés au travail? Je sais pas. Après, c'est aussi beaucoup le rapport entre vie personnelle et vie professionnelle que j'interroge. C'est-à-dire que je m'aperçois que souvent la première demande est du côté de la vie professionnelle, mais qu'il y a des vases communicants avec la vie personnelle. C'est-à-dire quand la vie personnelle est épanouie, les difficultés au travail sont tout à fait relatives. Et que quand il y a des difficultés au travail, parfois c'est la vie personnelle qui en pâtit. Donc j'essaye d'interroger effectivement ces liens entre identité personnelle et identité professionnelle, et je pense qu'on peut jouer sur tous les paramètres, j'allais dire, de la vie. Hein. Voilà, il n'y a pas de cloison étanche entre la vie professionnelle et la vie personnelle, mais une réflexion un peu systémique sur tous ces enjeux relationnels et sur les attachements, j'allais dire, de la personne dans toute sa vie. Ça permet de reconfigurer parfois l'importance qu'on va donner aux relations de travail. Ça peut être en lien avec des difficultés dans la vie personnelle. Et du coup, on peut peut-être revisiter aussi un peu les attachements et le désir dans les relations familiales, dans les relations de couple, etc. C'est comme ça que j'approche en tout cas, si tu veux, les problématiques de la vie professionnelle. Mais en arrière-cours, il y a parfois des problématiques plus personnelles qui demandent à être revisitées, même si ce n'est pas la première demande, quoi. C'est là que... Oui, parce que quelquefois, il y a un surinvestissement au niveau du travail. C'est ça. Et donc, c'est important aussi de faire prendre conscience à la personne du temps. On parlait tout à l'heure de l'inventaire du temps, des tâches désagréables, agréables, mais aussi du temps passé au travail, du temps qui peut nous satisfaire nous, mais pas satisfaire la personne avec laquelle on vit. Enfin, c'est compliqué. Puis alors après, il y a aussi, je trouve, tout ce truc avec le télétravail, eh bien, où tout d'un coup, le travail est rentré dans l'intime. Tout à fait. Alors ça va complètement aussi conforter cette autogouvernance dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, avec le télétravail, le travail est entré dans l'espace privé et les frontières, du coup, sont beaucoup plus floues. Voilà, et le soir, à 20h, tu vas recevoir un SMS ou un mail de ton collègue qui va te dire « En urgence, il faut que tu me fasses tel document pour demain ». Enfin, voilà, ça, c'est quand même nouveau. Et comment ça peut effracter, j'allais dire, la personne du côté de ces espaces un peu de confort. C'est à la fois un confort de pouvoir être chez soi parce que tu vas pouvoir aller au rendez-vous médical en milieu de journée sans que ça gêne vraiment, ou tu vas pouvoir nourrir ton enfant et prendre le repas de midi avec lui peut-être, et que tu auras moins de trajets. Donc tout ça, c'est bon pour la planète aussi en termes d'économie d'essence ou je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai que le prix à payer, c'est ça, c'est qu'il y a un risque de confusion des espaces.
Et là, je pense que c'est encore un travail méticuleux d'objectivation, je crois. Et puis aussi de travailler un peu les priorités. Voilà, quelles sont les priorités de travail pour lesquelles j'accepte qu'il y ait une effraction, j'allais dire, de mon espace personnel, et puis où je mets les limites, quoi. Hein. Et ça, je crois que c'est important de dialoguer aussi avec la hiérarchie pour pas qu'il y ait un envahissement complet de la vie personnelle par... Et travailler la notion de l'urgence, parce que tout devient urgent, alors que Exactement. la définition de l'urgence, voilà, il y a très peu de choses qui sont vitales finalement dans ce qu'on fait, et on s'habitue à avoir reçu un mail dans l'heure, alors qu'avant on n'était pas du tout dans ce fonctionnement-là, et du coup on peut se sentir obligé. On peut se sentir obligé parce que les autres le font et du coup je ne le fais pas. Et le fait aussi de ne pas s'arrêter, d'être toujours dans une dimension de travail et de ne pas avoir des temps de repos bien repérés, ça favorise grandement la fatigue au travail, quoi. Oui, alors c'est compliqué parce que moi j'ai toujours dit qu'il fallait mettre de la vacance dans son travail et du travail dans ses vacances. Donc si tu veux, aussi, on a vécu longtemps en tout cas avec cette dichotomie du travail et des vacances et avec vraiment l'importance de séparer ces espaces. Enfin, je suis en vacances et je ne travaille plus. Moi j'aime bien relativiser aussi, tu vois, ces clivages. Mais tout le problème, c'est les limites, quoi. Voilà. Oui, et puis c'est peut-être aussi lié au travail qu'on fait. Parce que quand tu travailles à l'usine, voilà, on n'est pas dans les mêmes enjeux. Quand tu es en vacances, tu es vraiment en vacances. Par contre, peut-être, nous avons la chance respectivement de faire des métiers qui nous parlent beaucoup. Et du coup, continuer à lire sur la psychanalyse pendant l'été, ben pour toi, évidemment, c'est OK. Et se sentir relativement bien dans son travail, du coup, ben voilà, on ne se sent pas toujours au travail. Enfin, moi, je ne me sens pas toujours au travail du tout. Et donc, du coup, même quand je suis en vacances, ben oui, faire des vidéos, ben, c'est pas mon travail. Je ne gagne pas d'argent. Enfin, si on considère que le travail, c'est gagner de l'argent. Mais du coup, voilà, moi, mais à la fois, est-ce que je travaille, est-ce que je travaille pas, c'est compliqué. Mais à la fois, quand on aime ce qu'on fait, c'est beaucoup plus simple d'être dans ce que tu dis. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelle est la conception du travail, finalement, pour la personne. Est-ce que le travail, c'est le tripalium, c'est la torture, et puis c'est comme ça, c'est obligé, avec bon, tout un conditionnement économique aussi, dans lequel la personne peut vivre ou se mettre. Hein. Là aussi, ça dépend de tout un tas de facteurs. Donc voilà, c'est important aussi de considérer qu'il y a des personnes qui sont dans l'obligation de travailler, où il n'y a pas du tout de choix finalement, hein, avec un système de contraintes socio-économiques qui font que tout est limité. Et ça, c'est vraiment la torture. Je pense qu'il faut prendre en compte aussi ces dimensions-là aujourd'hui, où il y a des personnes qui n'ont aucun choix, hein, qui se retrouvent dans des fonctions professionnelles détestées, détestables, et qui prennent un temps fou, qui mangent la vie, quoi. Hein. Et puis, essayer de retrouver justement la possibilité du choix, c'est possible pour certains, mais pas pour tout le monde. Enfin, là, je crois qu'il faut aussi être assez clair sur le fait que quand on peut trouver du plaisir dans son travail, c'est déjà un luxe. Et voilà, d'en avoir conscience, c'est très important aussi. Hein. Bien, donc du coup, pour résumer tout cela... Je te laisse faire. Si tant est qu'on puisse résumer... donc du coup, ce qui est important, c'est donc de différencier le travail des relations de travail. C'est de identifier ce qui fait souffrance et ce qui fait maltraitance, hein, c'est ça. C'est... de repérer vraiment les temps où c'est insupportable et les temps où finalement c'est des tâches qui sont peut-être pas très intéressantes, mais où on va plutôt favoriser des relations de travail, des espaces interstitiels où on va pouvoir continuer à penser avec d'autres, etc. Et puis le temps où vraiment on prend plaisir dans des activités qui ont du sens, qui sont vraiment du côté de nos valeurs propres. Voilà. Et puis de l'importance de se recentrer sur le désir, la créativité dans le travail, tous ces espaces où on peut déterminer nos zones de pouvoir, avec cette idée d'un pouvoir d'agir qui ne peut pas être étendu, parce que quand on est salarié, on n'a pas le pouvoir, et qu'il y a voilà, une hiérarchie à respecter, à prendre en compte en tout cas, mais que ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun pouvoir non plus. Hein. Donc d'essayer de reconfigurer les espaces de pouvoir pour agir là où on a des espaces de pouvoir possibles et reprendre la main
du côté de la créativité dans ces espaces-là finalement. Donc éventuellement, ce que je peux vous proposer, c'est de reprendre cette étoile que je vous ai présentée là à mesure qu'on a échangé avec Patricia et d'inscrire vous, eh bien, qu'est-ce que vous mettriez dans les différentes branches de l'étoile en lien avec le travail et les relations de travail, en lien avec tout ce qui a été énoncé, et puis voir peut-être quels sont les espaces, les zones où vous auriez besoin peut-être de travailler un petit peu plus pour être plus en confort dans le travail, parce que finalement, le but, c'est d'essayer d'être le plus en confort possible dans les espaces que l'on vit, et notamment dans le travail. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, on va considérer que c'est une version longue, puisqu'elle fait 30 minutes et que c'est... Voilà, on va faire une version un petit peu plus courte. Hein, donc, si vous avez vu la version courte et que vous venez de voir la version longue, ou autrement, sachez qu'il y a une version courte. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à également cliquer sur la petite clochette pour les notifications, de mettre également un j'aime. Voilà, merci Patricia d'avoir participé à cette première vidéo et que tu as été la première invitée de la chaîne Psycho pour tous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.